puis on finit ça avec une mousse aux framboises. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a l'habitude de recevoir sur le plateau, si vous nous suivez sur notre Facebook Live, Cédric Larigadi, notre conseiller financier. Mais moi, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir son frère. Hein. Et puis, c'est une première parce que vous êtes nouveau à Ottawa. Exactement, je viens d'emménager à Ottawa. Bonjour Claude, ça va bien? Bonjour, oui. Ouais. Je viens d'emménager, donc effectivement, c'est une première. C'est une première. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? À Ottawa? Oui. 1 mois à peu près. Juste 1 mois? Ouais. Puis t'étais c'est tout où? nouveau. T'étais où avant? J'étais à Montréal. Ça fait 5 ans que je suis au Canada. Donc, ok. Et puis moi, je veux juste savoir pourquoi Ottawa maintenant là? Parce que tu pourquoi? Parce que autant mon frère est un très bon conseiller financier, autant cuisiner c'est pas tellement son truc. Donc en tant que chef de cuisine, je suis venu l'aider pour pouvoir mettre un coup de patte à la maison. D'accord. Alors donc, comme on vient de dire là, tu viens de dire que tu es chef cuisinier, ouais. Mais on a quelque chose là ici aussi. Là, tu es aussi peintre. Oui, j'aime peindre, je peins beaucoup. Oui, juste question là, où est-ce que ça a commencé? En fait, tu as commencé à être cuisinier, après tu as été attiré par la peinture? Mais comme dans toute forme d'artisanat, la cuisine est avant tout quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure par la répétition, par le travail. Et puis après ça, il y a une forme d'art qui se crée. Quand on commence à modifier les règles, quand on commence à comprendre un petit peu ce qu'on fait. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs comme font les jeunes aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir 53 ans. Oh mon Dieu. mais c'est ça. Et donc à un moment donné, oui, moi ça fait à peu près 15 ans que je suis en cuisine. J'avais un diplôme d'art avant. Et donc ça a toujours fait partie de moi, l'expression artistique. Et puis là, on est rendu à Ottawa. En fait, là, mais tout d'abord, on est chef cuisinier. Est-ce qu'on pense à faire un restaurant ici? Parce que nous, là, on veut avoir, je ne vais pas dire la chance de pouvoir te recevoir comme ici pour nous faire des petits mets, hein? Oui, il y a pas mal de projets sur Ottawa et la région qui sont à développer pour 2019. Ok. Donc il va y avoir des surprises, ça c'est sûr. C'est comme j'ai dit tantôt, là, on ne fait pas de résolution, on pense juste projet. Ouais. Parce que les résolutions, on finit par jamais les faire. Hein? Ouais, ça fait 1 an que je suis inscrit à la gym, je ne suis pas encore allé, mais ça c'était 2018, 2019 on fera autre chose. Mais ouais, c'est ça, effectivement, il y a des projets. C'est pas des résolutions, c'est des projets. C'est des projets, super. Et puis on va pas laisser ça en suspens parce que en plus de parler de ta cuisine, tu nous as apporté de belles peintures. Effectivement. Et puis tu vas juste nous expliquer comment est-ce que tu t'es inspiré, comment est-ce que c'est venu pour. On va commencer avec ça. Ouais, avec plaisir. Elle est grande. Donc en fait, j'ai commencé par peindre je peins beaucoup à l'huile. À l'huile. Donc là, on est principalement sur la peinture à l'huile. Je peins aussi à l'aquarelle. Puis j'ai commencé vraiment à peindre de l'abstrait. Et là, on part sur quelque chose d'un petit peu plus impressionniste. Mais j'aime vraiment les couleurs. C'est une forme d'expression que je trouve très intéressante, l'huile. Parce qu'on peut jouer sur la matière aussi, comme on voit. Je joue sur les couleurs, je joue sur les matières. C'est toujours... J'essaie d'avoir quelque chose toujours qui définit quelque chose, qui exprime quelque chose. Et ça définit quoi? Parce que... En fait, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. C'est souvent des souvenirs. Je peins pas des choses dans la nature ou des choses réelles. C'est souvent des souvenirs. Ça, c'est le souvenir d'un champ de coquelicots dans le sud de la France. Oh, wow! Donc, on en a plusieurs que je vous ai ramenées. Je vous avais ramené celle-là aussi, qui est l'Aube en Angleterre. L'Aube en Angleterre, ouais. Okay. Est-ce qu'il y a des titres pour les différentes peintures? Ouais, en général, il y a toujours des titres. Donc celle-là, je l'ai appelée en anglais, je l'appelais November Light, la lumière de novembre, parce que pour moi, c'est l'aube d'automne. Mais j'en ai fait plusieurs, donc il y a plusieurs... je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Okay. Ça, je la trouve vraiment belle. Ça, c'est un souvenir d'enfance que j'ai grandi donc avec mon frère, ce qui a été très difficile, le connaissant, si vous le connaissez. On fait coucou à Cédric. Ah, Cédric, non, on ne le trouve pas difficile ici. Et donc ça, j'ai grandi dans les bords de Seine, à côté de Paris. Et donc ça, c'est le bord de la Seine, dans mon petit village de Villaines-sur-Seine où j'ai grandi. Wow. Avec la lumière du matin aussi. Donc c'est ça, à chaque fois, j'essaye de... Ce sont souvent des souvenirs, mais ça n'a pas besoin d'être physiquement parfait dans le dessin. Okay.
Oh, Ça, c'est Montréal. Ça, c'est... Okay. Ça, c'est le clair de lune de Montréal. Donc, en général, je dis pas ce que c'est parce que les gens voient des choses complètement différentes. Mais oui. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi parce que je veux que ce côté onirique, ce côté un peu de rêve et de souvenir que l'on retrouve. Puis là, c'est la dernière que je vous ai ramenée, qui est aussi... voilà. Ça, c'est beau. Voilà. Donc, ça, c'était une date avec une demoiselle. Mais je n'en parlerai pas plus. OK. Fait qu'on oublie ce qui est inscrit. On écrit ce qui est inscrit derrière. On oublie ce qui est inscrit en arrière. OK, j'ai rien vu. Alors, comment est-ce que tu fais ça? Tu es juste assis devant ta toile et puis tu te dis, OK, tu lances des couleurs parce que là, c'est un peu de mélange de couleurs, mais après, on retrouve comme un contraste. Je sais pas comment je vais expliquer ça, mais... D'abord, oui, il y a souvent une réflexion avant de commencer. Il nous reste 2 secondes, je me suis même pas rendu compte. Oui, où est-ce qu'on pourrait retrouver tes peintures? Sur mon site. Sur le site web qui s'affiche avec... jorislaragadier.com. Voilà. Merci beaucoup. On prend une toute petite pause, on revient après la pause. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. En ce temps des fêtes, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. C'est le temps de l'année où nous célébrons nos bénédictions avec notre famille et nos amis et réfléchissons à nos souvenirs de l'année qui vient de s'écouler, tout en envisageant la nouvelle année avec espoir. De ma famille à la vôtre, je vous offre mes meilleurs vœux de paix, amour et joie pour Noël et le Nouvel An. Joyeux Noël! Cette semaine, à l'émission Court Circuit, on rencontre Kelly Lefebvre du groupe Haricot, un groupe de musique traditionnelle de passage à Contact ontarois. Alors soyez au rendez-vous. Court Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Claude Brazeau. Je vais le dire, il est maître photographe 4e bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Après mon cours de photographie, oui. Je cherchais une façon d'aller plus loin en photographie. Mm-hmm. Puis j'ai entendu parler de l'Association des photographes professionnels du Canada, PPOC. Mm-hmm. Puis je suis devenu membre de cette super association qui est la plus ancienne et la plus grande association de photographes professionnels au pays. Mm-hmm. Puis offre une façon. C'est le seul endroit qu'on peut aller chercher un titre de maître photographe. Ça prend à peu près 3 ans. Puis dans les 3 ans, il faut faire de la compétition. Il faut donner des conférences, il faut enseigner dans des écoles, des choses comme ça. On accumule des points en faisant ce genre de choses. OK. Fait que ça m'a pris à peu près 3 ans à aller chercher mon titre de maître photographe. Puis les bars, c'est simple, c'est l'équivalent de la même chose. On répète ça. OK, donc on va dire maître photographe première barre si on est dans le processus des 3 ans. C'est ça? Non, de première barre, c'est après que tu étais chercher une 2e maîtrise, si on veut. 4 barres, c'est 4 fois ça. Donc pour devenir maître, il faut vraiment... On a fait des cours de photographie, on doit faire des cours de photographie. Ensuite, mettre tout ça, je veux dire, comme on a parlé de l'enseignement, donner des cours, il faut montrer qu'on est pro de ce qu'on fait. Hein. Exactement. Gagner des compétitions. Gagner des compétitions. Ouais. Et puis, vous en avez gagné combien durant ce cursus pour arriver au 4e bar? Ben en fait, c'est difficile à dire, là, mais c'est un peu comme la compétition professionnelle en photographie. C'est un peu comme les Olympiques de la photographie. On peut voir un peu ça comme ça. OK. Je présente au provincial parce que l'association est divisée en provinces. Ensuite, on présente au national.
Si ça marche bien, moi, je passe par... Ensuite, je vais au PPA, qui est l'Association des photographes professionnels du Nord de l'Amérique. Okay. Si tu gagnes là... Plus grand, hein? Oui, et là, tu gagnes, tu vas à la Coupe mondiale de photographie. Okay. L'année passée, je me suis rendu en 10e place en portrait à la Coupe mondiale de photographie, avec un portrait. Puis j'ai aussi remporté c'est beau, ça. Le titre de photographe de mariage canadien de l'année en 2017. Super. Donc, c'est ça que j'allais demander aussi. C'est votre spécialité, c'est ça que vous faites. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette... Oh oui, déjà, je vois un mariage là. Puis ça, c'est la couleur que j'aimerais pour mon mariage, mon futur mariage. Est-ce que vous avez travaillé sur plein de... Je ne vais pas dire des projets, mais des thèmes, des manières de faire des portraits. Puis finalement, vous avez choisi de travailler sur les mariages. Le mariage, c'est vraiment... Comment je dirais ça? Je crois que c'est le plus bel endroit pour faire de la photographie. Parce que tout le monde est heureux. Oui. Tout le monde est heureux. Tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé, tout le monde veut se faire photographier. Parce que si tu travailles, mettons, pour un journal, tu as à photographier des politiciens ou des accidents. C'est pas tout le temps le fun, c'est pas tout le temps facile. Tandis qu'un mariage, c'est tout le temps plaisant. Puis tu as le contrôle sur la créativité. Puis ton travail, qui est de faire de créer des souvenirs de cette super journée-là. C'est-tu pas merveilleux? C'est le plus beau métier du monde. Puis comme on parle de souvenirs, là, c'est souvent, j'ai déjà entendu ça, une amie qui s'est mariée, ben, après elle a dit son photographe n'était pas bon parce qu'elle ne rendait pas bien sur les photos, c'était tout un... C'est vraiment chamaillé avec ce pauvre monsieur. Je trouve ça triste quand j'entends des histoires comme ça, mais c'est vraiment un travail d'ensemble. OK. Aux jeunes qui s'en allent, qui veulent aller en photographie, prenez un cours de business aussi, un cours d'affaires. OK. Parce que c'est un tout. Il faut que tu donnes un bon service aux gens. Il faut que tu sois à l'aise avec les gens. Il ne faut pas juste que tu sois bon à prendre des photos. Il faut que tu sois bon à tout faire, de A à Z. OK. Là, je regarde déjà ce portrait-là et puis je me dis, le portrait qui est venu juste en avant, c'était pas une photo de mariage, ça? Non, c'est un projet personnel que je faisais strictement pour la compétition. OK. Avec une actrice de Montréal qui s'appelle Inès Bloom, qui est une super... J'ai l'impression que ça ressemble à une peinture, en fait. C'est quoi? C'est proche? Vous le faites proche comme ça d'elle ou... Il y a des styles de lumière en photographie qu'on utilise. Ça, c'est un Rembrandt qu'on appelle. Un Rembrandt, OK. Un Rembrandt. C'est les mêmes lumières que les grands maîtres de la peinture vont utiliser. C'est le même genre de lumière. Si vous allez à la Galerie nationale, vous regardez des portraits, des beaux portraits, il y a toujours une belle lumière qui tombe sur le sujet. C'est la même chose. On choisit la belle lumière pour le bon sujet. Puis on fait une belle photographie qui peut avoir l'air d'une peinture, oui. Oh, wow! Et puis, comment vous... je sais comment emmener la question. Quand vous avez gagné le prix, vous avez dit que c'est quelque chose qui vous a aidé pour le prix que vous avez gagné pour la Coupe du monde de photographie. C'est quoi que vous choisissez? On vous donne un thème sur lequel vous travaillez par rapport aux photos? Vous apportez votre... Non, en fait, c'est divisé par catégorie. On peut choisir de présenter en portrait, en mariage ou en reportage ou tout ça. Moi, j'ai déjà choisi, vu que je suis portraitiste, j'ai présenté en portrait. Puis je suis arrivé 10e dans la compétition. Et puis là, on voit une vidéo où on vous remet un prix. De quel prix est-ce qu'il s'agit? Oui, c'était le prix de photographe canadien de l'année en 2017. De mariage, photographe de mariage canadien de l'année. C'est le trophée qui venait avec. Je suis très fier de... Donc, on va dire de 2017 et puis toute cette année 2018, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec vous, hein? Oui. Et puis, ça vous donne de vous surpasser un peu plus ou... Moi, je crois que quand tu commences quelque chose, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut vraiment... C'est la même chose. Je fais un peu de musique. Je suis un chanteur de jazz. C'est comme passe-temps. Puis quand j'ai commencé, j'ai dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, j'ai décidé de faire un album. J'ai pris des cours de chant pendant 7-8 ans. Puis ensuite, j'ai dit, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai été en studio avec les meilleurs musiciens de jazz d'Ottawa. Tim Benner, Jean-Pierre Alain,
Mark Ferguson, des gens extraordinaires avec qui je me considère vraiment chanceux d'avoir pu travailler pour faire ce projet-là. Et puis, de quoi est-ce que ça parle, en fait? Où est-ce que tu nous emmènes dans ce disque? On va dans l'amour. Qu'est-ce que c'est? Parce que le jazz, ça rappelle toujours un peu... Bien, en fait, ce sont des standards. Moi, ce que j'ai fait, je suis dans la cinquantaine maintenant. Okay. C'est des chansons, c'est des covers de chansons comme chansons des Beatles, All My Loving, To Love Somebody, des Bee Gees, qui ont été refaits à la saveur jazz. Même j'ai fait Alléluia, qui est une chanson très connue, mais à saveur jazz, qui a rendu le projet très intéressant. Super! En tout cas, ça me passionne parce que avoir des gens passionnés, ça passionne toujours de les écouter. Moi, je veux juste demander, on a le site web, c'est le temps des fêtes. Vous avez parlé aussi des cadeaux qu'on pourrait avoir, des idées cadeaux qu'on pourrait avoir avec vous. Hein? Bien, j'offre des certificats cadeaux pour les photos de famille, évidemment. Ouais. Dernièrement, on parle beaucoup de séances de photos intergénérationnelles. Fait qu'on ramasse toute la famille. On fait plusieurs photos de toutes les petites familles, puis on fait une belle grande photo de la grande famille, puis ça finit comme un très, très beau souvenir qui va durer longtemps. C'est un très beau cadeau de Noël à offrir à quelqu'un. Puis là, on va justement directement sur le site web, hein, c'est bien ça? C'est brazophoto.com, BRAZOPHOTO.com. Dernière, je veux dire, c'est pas une question, c'est juste une demande pour tous ceux qui nous regardent. C'est les fêtes bientôt, comme on sait. On va vouloir prendre plein de photos. Quelle est la bonne posture à prendre, la lumière qu'il faut pour les bonnes photos? Oubliez le flash, trouvez-vous une belle grande fenêtre avec une belle lumière. Non, ça rentre pas beau, ça rentre tout. Non, c'est pas beau. Okay. Une belle grande fenêtre, lumière naturelle, évidemment, dans le jour. Ça fonctionne toujours très bien. Et pour les dîners, alors? Parce qu'on va se retrouver à manger le soir. On met la caméra de côté, puis on profite du dîner. Oh mon Dieu! Merci beaucoup, M. François. Ça me fait plaisir. Alors, si vous avez besoin d'un portrait de famille ou bien me contacter M. Brazo pour avoir ses services, vous allez sur le site web et puis vous allez avoir accès à lui. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec quelqu'un qui nous vient des presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sainte-Agathe, il y avait des bernaches dans le ciel d'automne. Faisait pas beau dehors, faisait pas beau dedans. Il y avait rien de bon à radio, mais ça c'est pas surprenant. Un chemin de garnotte qui monte jusqu'à ta porte, puis des fleurs fanées que t'as mis dans des bottes, que t'as peinturé à la roulette russe, aux oiseaux de toutes sortes. À passer son temps, à passer tout le temps, on finit par plus savoir où aller. Here we go! J'ai passé Saint-Rémy, je me suis traîné jusqu'au tract de Saint-Henri. J'ai tiré du slingshot dans des canettes vides, dans les vides de char. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi Madame Jacinthe Savard, Bonjour. Qui est professeure à l'Université d'Ottawa, mais professeure en ergothérapie. En ergothérapie, c'est quoi l'ergothérapie? L'ergothérapie, c'est la réadaptation aux activités de la vie quotidienne. La réadaptation, ergo, ça vient du mot travail. Donc, c'était la réadaptation par le travail, mais par extension, on apprend aux gens à refaire toutes les activités qui sont significatives pour eux après un accident ou une maladie qui les a empêchés de le faire. Je savais pas qu'il y avait un cours spécifique pour ça. Hein? Oui. Et puis, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du livre « Accessibilité et offres actives ». Oui.
Alors, c'est quoi comme document, comme livre? Oui, c'est Accessibilité et offres actives, santé et services sociaux en contexte linguistique minoritaire. Okay. Donc, c'est un livre qui va nous parler de l'accessibilité aux services en français à l'extérieur du Québec. Dans la version anglaise, il y a aussi un chapitre sur les services en anglais okay. pour le Québec. Et c'est un livre qui va nous parler de l'offre active. C'est le fait que les professionnels de la santé ou les intervenants vont offrir activement les services en français avant que le client le demande. Parce qu'en contexte minoritaire, il y a... Aptitude, en fait. Oui, mais de dire « Bonjour, madame, préférez-vous que je vous parle en français ou en anglais? » Bonjour, hello. Oui, oui, c'est vrai. Vous préférez qu'on parle en français? Do you prefer that we speak English? Donc, d'offrir avant que le client le demande, parce que dans un contexte minoritaire, souvent, on n'ose pas demander nos services en français. Oui. On a peur qu'il n'y en ait pas. On a peur d'attendre plus longtemps si on le demande. On a peur de choquer, parfois. Ou on a peur que la qualité de notre français ne soit pas aussi bonne que celle du professionnel. Donc, souvent, les francophones en situation minoritaire ne vont pas demander leurs services en français. Donc, on pense que c'est la responsabilité des professionnels de l'offrir. Super intéressant. C'est le concept de l'offre active. Des professionnels et de l'organisation, naturellement, parce que si l'organisation favorise le travail des professionnels en français, c'est beaucoup plus facile aussi pour les professionnels d'offrir ce service-là en français. En français. Donc ça, ce livre-là, je veux dire, sur quoi est-ce que vous êtes basé déjà pour écrire ce livre? OK. C'est un livre qui regroupe des textes. Il y a 13 chapitres, mais en tout, il y a 28 auteurs qui ont collaboré aux 13 chapitres. Donc, nous, mon équipe de recherche, on faisait déjà de la recherche sur ce thème de l'accès aux services de santé et services sociaux en français dans la région d'Ottawa surtout. Il y avait une autre équipe avec Pierre Bouchard qui travaillait au Nouveau-Brunswick sur le même thème. Mon équipe avec Marie Drolet, qui est aussi une des co-directrices de l'ouvrage. On a trouvé qu'il y avait déjà beaucoup de recherches qui se faisaient sur ce sujet-là et on a pensé que c'était le temps de rassembler les textes, d'inviter tout le monde, qui travaillait sur ça à mettre des textes ensemble pour en faire un livre. Et les 28 personnes qui ont travaillé sur ce projet, c'est pas tous des personnes qui sont en ergo? Non. Il y avait des sociologues, des gens dans le domaine du droit. Il y a un chapitre sur le droit au service en français, donc l'état du droit dans chaque... Parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas souvent. Puis c'est différent dans chaque province aussi. C'est pour ça que c'est plus difficile de le savoir, parce que la santé, c'est de juridiction provinciale et non pas fédérale, donc les lois de chaque province sont différentes. Il y a un chapitre qui nous donne l'exemple de l'accès aux services juridiques en français, donc comment on peut s'en inspirer pour l'accès aux services de santé. Il y a des chapitres par des sociologues, des travailleurs sociaux. Il y a un chapitre par une orthophoniste et une audiologiste aussi sur comment on devrait évaluer les enfants bilingues, par exemple, parce que la plupart des enfants en situation francophone minoritaire sont aussi bilingues. Alors, comment se développe le langage? Est-ce qu'il y a des différences? Puis comment on devrait faire l'évaluation? Alors, forcément, s'il y a quelqu'un qui est en sociologie, il y a quelqu'un qui est orthophoniste, ils ont des approches différentes concernant la situation. Comment est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça ensemble, parce que là, lui, il va parler d'une autre affaire, le sociologue va dire on a une introduction qui explique un petit peu la contribution de chacun des chapitres, puis on a un thème général dans le livre qui parle de les acteurs et le système. Donc, pour améliorer les services de santé et de services sociaux en français, est-ce qu'on doit changer le comportement des acteurs ou on doit changer le système? Ça, c'est la question générale qu'on pose au début du livre. Et après, il y a des chapitres qui nous parlent de qu'est-ce que les acteurs peuvent faire, donc qu'est-ce que l'orthophoniste peut faire ou qu'est-ce que on peut faire pour former des futurs infirmières, ergothérapeutes, travailleurs sociaux. Puis d'autres qui sont plus sur le système. Qu'est-ce qu'on doit changer dans les lois, dans les lois, dans les encadrements, dans les organisations, dans les politiques organisationnelles. Et puis à la fin, on fait une conclusion qui essaie de reprendre tout ça. C'est mitigé, mais ça me fait plaisir même de penser que c'est mitigé, mais en même temps, c'est pour le même but. Dépendamment de qui prend le livre, il peut se retrouver dans son contexte. Oui. Donc, il y a des gens qui vont s'intéresser à lire seulement les premiers chapitres, qui est la problématique générale, puis le droit, par exemple. Et un petit peu. Puis il y a des gens qui vont dire, bon, mais moi, après ça, ce qui m'intéresse, c'est la formation. OK, chapitre 11-12 parle de formation. D'autres vont dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'approche organisationnelle. Donc, il y a des chapitres qui parlent de ça. Il y a des chapitres qui parlent des ressources humaines. Comment on fait pour recruter des ressources humaines qui parlent français, par exemple, au Manitoba? Donc, il y a un problème parfois de rétention des ressources humaines francophones. Donc, et puis, il y a une recherche qui a été faite. Il y a des recherches qui sont plus quantitatives, d'autres
d'autres qui sont plus qualitatives. Par contre, par exemple, sur les ressources humaines, c'est une recherche qualitative où on demandait aux gens qui travaillaient dans des résidences bilingues au Manitoba et à Ottawa, quels sont les facteurs qui font qu'ils ont choisi de travailler dans un milieu bilingue. Et puis peut-être les défis les défis qu'ils rencontrent. Hein. Oui. Et puis pour arriver à faire des recommandations pour les employeurs, comment vous pouvez faire pour mieux retenir vos ressources humaines bilingues. Donc, une des choses, c'était la qualité de l'ambiance de travail, c'est sûr. L'autre chose, c'était d'avoir du soutien parce que les gens nous disaient souvent, on est recruté pour offrir des services en français, on est recruté parce qu'on est bilingue, mais notre patron nous parle seulement en anglais. On nous demande de faire nos notes au dossier en anglais. À la cafétéria, on ne peut pas trop... à la pause avec les employés, on nous demande de parler anglais pour que les autres nous comprennent. Sinon, si nous, les 2-3 francophones, on parle français ensemble, on se fait regarder un petit peu croche. Là, ça se sent qu'on est vraiment minoritaire. On se sent vraiment minoritaire. Et puis, disons, on ne se sent pas valorisé de parler français. Alors, on nous engage parce qu'on est bilingue, mais on ne se sent pas valorisé de parler français. C'est très vrai. Alors, c'était une difficulté que les gens avaient en milieu minoritaire. Ou il y a quelque chose que les gestionnaires peuvent faire. Les gestionnaires peuvent favoriser, par exemple, certaines périodes d'échange en français. Pour que tout le monde s'intègre, en fait. C'est ça, oui. Que de dire, ben oui, c'est permis de parler français aux pauses, ou oui, il y a des journées francophones, parce que c'est la journée de la francophonie, où tout le monde va essayer de dire même un bonjour. De dire un bonjour, ou des choses comme ça, pour montrer qu'on valorise la culture francophone, puis qu'on valorise le fait que certains de nos employés peuvent offrir des services dans la langue à certains de nos résidents. Donc, il y a différentes suggestions dans le livre comme ça. On va continuer avec les suggestions après la pause. Oui. Juste après la pause, on va continuer de parler de ce merveilleux livre qui est Accessibilité et offre active pour les personnes minoritaires. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Esprit restauré sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. So à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état. Avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes. Pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec le professeur Jacinthe Savard, avec qui on parle de ce bel ouvrage-là. Et puis, je vais juste... On parlait avant la pause des difficultés, des défis que les personnes qui parlent français, recrutées pour leur bilinguisme, rencontrent dans le milieu du travail. Oui, et il y en a plusieurs, j'en avais parlé quelques-uns avant la pause, mais un de leurs défis, c'est justement de ne pas pouvoir pratiquer leur français suffisamment. Donc, parfois, ils se sentent plus à l'aise de parler en français. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'immersion, qui ne sont pas des francophones, mais qui sont bilingues parce qu'ils ont étudié dans des programmes d'immersion, qui seraient capables d'offrir des services en français, mais qui ne se sentent pas suffisamment confiants, en confiance, encouragés. Il y a des personnes qui nous disent que leur français n'est pas assez bon, qui ont peur que le client ne comprenne pas. Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font juste parler, parce qu'on finit toujours par se comprendre. Ça me fait penser, quand j'étais aux études, je cherchais un emploi forcément, parce que je venais à peine d'arriver au Canada, il fallait
trouver un emploi avant de... Voilà, il fallait travailler quelque part. Puis je suis allée dans un magasin, puis elle m'a dit, j'ai dit, je parle pas bien l'anglais, j'essaie, je pratique, mais je parle beaucoup plus le français. Elle a dit, OK, c'est ça en fait qu'on recherche, quelqu'un qui parle français. Mais là, comme vous avez dit, quand je suis rendue en train de travailler, c'était vraiment tout en anglais. La seule fois où on se rappelait que j'étais là, c'est quand quelqu'un venait dire « Allô, oh, elle parle français. » C'était juste ça, juste pour se débarrasser, là. Sinon, on parlait anglais. C'est ça. Alors, il y a un moyen de valoriser un petit peu plus nos ressources bilingues. L'autre défi, c'est parfois même les francophones qui vont arriver puis qui vont dire bonjour, hello, puis qui vont dire voulez-vous, je m'appelle Catherine ou je m'appelle Jacinthe, voulez-vous vous servir en français, puis se font répondre un peu bêtement par les anglophones aussi parfois, qui vont leur dire ben non, moi je suis pas francophone, je parle pas français. Donc c'est un peu un défi de savoir comment approcher les gens pour pas parler trop longuement en français, faire ça vraiment court, mais que le francophone sache vraiment tout de suite du premier coup qui peut parler français. Qui peut parler français, ça c'est super important. Puis pour ceux qui sont pas 100% bilingues, mais c'est être honnête aussi de dire, oui, vous pouvez dire quelques mots en français, mais il faut les redire. On peut essayer de faire l'entrevue dans les deux langues, par exemple. J'ai donné une formation à des médecins qui étaient pas tous bilingues, mais il y en a qui disaient, moi, est-ce que c'est correct si je fais l'entrevue moitié-moitié? Ben oui, pourquoi pas? de laisser la chance, parce que quand on est malade, on n'est pas nécessairement bilingue, même si on est bilingue dans la vie de tous les jours. Comme malade, parfois, on est stressé, on a peur, on trouve pas nos mots. Donc, si le professionnel qui est devant nous laisse une petite ouverture, nous dit « Je comprends pas très bien le français, mais je comprends certains mots. Si vous bloquez, vous pouvez le dire en français, puis après ça, on essaiera de le redire en anglais. Mais déjà, ça laisse une ouverture plutôt que d'avoir... C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir des services de sa langue complètement, mais quand c'est pas possible, de laisser une petite ouverture, je pense que ça peut rendre la personne plus à l'aise plutôt que de penser qu'il faut trouver tout de suite le bon mot en anglais de la bonne façon. Ça devient plus stressant encore de penser. Puis moi, c'est clair que tout ce qu'on vient de dire là, c'est super important, mais moi, je vais vous demander à vous, là, pourquoi c'est important pour vous ces services en français ici? Pourquoi le livre? Pourquoi vous avez vraiment parlé de ça? Parce que, justement, quand on est malade, on n'est pas bilingue. C'est une très belle figure. Le stress fait qu'on perd nos mots. Il y a le fait que aussi, on ne parle pas... le vocabulaire est contextuel. Donc, si moi, je travaille en anglais, mais dans ma famille, je parle toujours en français, je ne parle pas des mêmes sujets dans ma famille que je parle dans mon travail. C'est rare que je parle de mes maladies dans mon travail, sauf si je travaille dans le domaine de la santé, mais bon, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas professionnel de la santé, on ne parle pas de nos maladies au travail. Ça veut dire que c'est peut-être des sujets qu'on n'a jamais parlé en anglais. Donc, le vocabulaire étant contextuel, ça se peut qu'on ait plus de difficultés à parler l'anglais dans le domaine médical qu'on avait dans notre milieu de travail. On a des exemples de ça, des personnes qui nous l'ont dit dans nos recherches, que travaillaient au gouvernement du Canada, travaillaient en anglais la plupart du temps, mais arrivaient à l'hôpital, ils cherchaient leurs mots. Ils n'étaient pas capables de parler en anglais parce que c'est pas le même vocabulaire. Des personnes âgées, parfois, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils ont arrêté de travailler. Dans la famille, ils parlent toujours en français. Bon, c'est sûr, ils vont aller au restaurant, ils vont parler encore un peu anglais, mais c'est pas le même vocabulaire. C'est pas le même vocabulaire qu'on va utiliser pour parler de notre santé. Donc, il y a toutes sortes de raisons comme ça. Les enfants qui vont pas encore à l'école, qui sont élevés plus en français. On a parlé du bilinguisme et des enfants aussi. Oui. Les enfants qui sont bilingues, oui, c'est une réalité, mais il y a aussi des enfants qui ne sont bilingues que lorsqu'ils commencent l'école. Alors, il y a toutes sortes de personnes. Et puis, quand on parle de nos émotions, habituellement, on est plus à l'aise de parler de nos émotions dans notre langue maternelle. Donc, tout l'aspect de la santé mentale ou la relation thérapeutique est très, très importante. Habituellement, on va se sentir plus à l'aise à parler avec des gens qui parlent la même langue que nous. Bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Il y a des gens que leur langue maternelle, c'est le français, puis ils ont toujours parlé anglais, même dans leur famille, donc vont peut-être se sentir à l'aise aussi de parler de leurs émotions en anglais, mais la plupart des gens vont trouver ça plus facile dans leur langue maternelle. Ça, c'est très bien donc, dit. c'est les raisons qui font que c'est vraiment important. Et puis, moi, je vais juste demander, le public cible, c'est quel public que vous voulez joindre? Forcément, on va dire des étudiants. Oui. Mais... Tous les professionnels de la santé peuvent trouver quelque chose dans ce livre-là. Les gestionnaires aussi, qui ne comprennent pas nécessairement bien le besoin. J'aime bien cet axe de gestion, surtout dans les entreprises. C'est pour ça qu'on l'a fait en anglais aussi, parce qu'on s'est dit, bon, c'est sûr, les intervenants qui parlent français peuvent trouver dans ça des idées de comportement ou de façon de faire qui vont les conforter dans leur façon de rendre des services en français, mais probablement que les francophones le font déjà un peu, l'offre active de services en français. Mais les gestionnaires
gestionnaires qui doivent organiser. Un des défis, c'est d'avoir le bon professionnel avec le bon client, d'avoir le professionnel... Parce qu'il y a beaucoup, surtout ici à Ottawa, dans d'autres provinces, c'est un petit peu différent, mais à Ottawa et au Nouveau-Brunswick, il y a quand même beaucoup de professionnels, d'intervenants de la santé qui parlent français. Okay. Mais d'avoir le bon professionnel avec le bon client, il y a plein de professionnels de la santé qui vont avoir 90% de leur clientèle anglophone. Oui. Et puis là, le client francophone arrive et puis, oups, il n'y a plus de professionnels francophones disponibles. Alors, il y a un défi pour les gestionnaires de s'assurer qu'il y a une certaine organisation du travail qui fait que les gens francophones peuvent avoir leur service en français. La même chose au niveau des politiques et aussi des politiciens, ceux qui font les règles de distribution des ressources. Par exemple, l'hôpital Montfort. On sait qu'on peut avoir des services en français à l'hôpital Montfort. Mais dans nos recherches, il y a une cliente qui nous a dit, quand j'ai appelé l'ambulance, ils m'ont dit l'urgence de l'hôpital Montfort est pleine. On va vous envoyer à un autre hôpital. Alors, elle n'a pas eu de service en français à l'hôpital où il l'a envoyé. Parce que l'urgence de l'hôpital Montfort était pleine. Mais l'urgence de l'hôpital Montfort n'était pas pleine avec 100% de francophones. Hein? À quelque part, il n'y a pas de priorisation. Il y a des services en français, mais il n'y a aucune priorisation des francophones pour avoir accès aux services en français. Donc, au niveau de la gestion, au niveau des politiques de santé, il y a des choses à aller chercher dans ce livre-là pour comprendre pourquoi c'est une question de qualité des soins et de sécurité des soins d'offrir des services dans la langue et comment on fait quand on est un gestionnaire qui veut améliorer la qualité des soins pour améliorer l'accès à des services dans sa langue. Moi, je vous entends parler du livre, là, ça me fait penser en même temps. C'est vrai qu'on pourrait avoir des formations aussi pour les personnes dans ces milieux-là. Oui, oui. Et puis, c'est un peu... Le livre, c'est une première étape, là, de l'avoir fait en français et en anglais pour sensibiliser ces gens-là. Vous me parlez du public cible, il y a les étudiants, les professionnels de la santé, les gestionnaires. Je pense les étudiants en tout, on va dire, parce qu'il y a tous les thèmes qui... Oui. Puis je pense que même tous les francophones hors Québec peuvent s'intéresser au moins au premier chapitre et au troisième chapitre qui parle de la problématique générale. Donc, pourquoi c'est important des services en français, puis quelles sont les conséquences de ne pas en avoir. Ça, c'est la problématique générale. Et puis le chapitre sur le droit. Le chapitre qui explique les règles de droit dans chacune des provinces. Tout le monde a besoin de tout le monde pourrait être intéressé par ces deux chapitres-là. Puis après, bien, ça dépend des intérêts personnels de chacun. Une fois qu'on a commencé à lire, on peut décider qu'il y a d'autres chapitres qui nous intéresseraient. Où est-ce qu'on peut trouver ce magnifique bouquin? Il est disponible aux presses de l'Université d'Ottawa. Il est aussi disponible en libre accès, ça veut dire gratuitement en version électronique. Sur le site de presse de l'Université d'Ottawa, il y a un petit bouton libre accès. Alors, si vous cliquez là, vous allez voir comment l'avoir en libre accès. Ceux qui s'intéressent au livre entier, je vous recommande de l'acheter, mais ceux qui s'intéressent à lire un chapitre, le libre accès est très pratique. Super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Alors, si vous êtes intéressé par ce magnifique bouquin, je le trouve vraiment magnifique, surtout pour les francophones, je vous invite à visiter le site web des presses de l'Université d'Ottawa pour pouvoir avoir accès à ce bouquin. On prend une toute petite pause et juste après la pause, chose bizarre, on va parler d'éducation avec Statistique Canada. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres ils pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. Souffrance,
sa ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui m'avise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis avec maintenant Mme Zimane Clarka, qui est de Statistique Canada. Avec vous, on va parler d'éducation. On va vraiment parler d'éducation, mais plutôt d'une publication qui a été faite en éducation. Oui, la semaine dernière, on a publié une publication qui s'appelle « Les indicateurs de l'éducation au Canada, une perspective internationale ». C'est ça qui est spécial de cette publication, parce que nous, on suit des standards internationaux pour produire des données au niveau provincial. Parce qu'ici, au Canada, on n'a pas un système d'éducation, on en a 13, qui est un peu compliqué, mais nous, on utilise les standards internationaux qui vient d'une organisation qui s'appelle Organisation de coopération et développement économique. Okay. Et on peut penser de cette organisation, c'est comme où tu as les 36 comme plus riches pays du monde. Donc, il y a les États-Unis, la France, l'Allemagne, tout en dedans. Puis là, eux autres, ils donnent des standards par rapport à l'éducation? Bien, on discute. Hein? On parle de... Ils essaient d'avoir des statistiques comparables parce que si je vous dis, OK, ben 68% des gens au Canada, ils ont fait leurs études postsecondaires. Est-ce que c'est haut? Est-ce que c'est bas? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc là, on essaie de comparer aux autres pays qui sont à peu près comme le même niveau du Canada. OK, donc il y a juste c'est l'OCDE et qui regroupe 36 pays. C'est en fonction de ça qu'on a évalué ou vous avez fait cette publication, vous avez travaillé pour faire cette publication? Bien, en fait, eux autres, ils font leur grosse publication sur l'éducation en septembre, qui a du sens, que c'est quand tous les étudiants retournent à l'école, qui s'appelle « Regard sur l'éducation ». Donc là-dedans, vous allez avoir toutes les données sur les autres pays qui sont dans l'OCDE. Puis en plus, ils ont commencé à publier sur d'autres pays qui vont suivre leurs mêmes standards. Et nous, en décembre suivant, on fait ça pour les provinciales aussi. Parce que comme j'ai expliqué, ça c'est intéressant au Canada, parce que nos systèmes qui est vraiment provincial. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette publication? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette publication? Bien, cette année, ce qui était excitant, c'est pour la première fois, on publie au niveau provincial des indicateurs des objectifs de développement durable, qui est un super beau projet. C'est tous les pays au monde qui se sont réunis et dit qu'est-ce qu'on veut accomplir dans le futur. On parle vraiment de développement durable un peu partout maintenant. Exactement. En fait, Puis d'ici à 2030, qu'est-ce que l'humanité peut accomplir? Donc, il y a 17 objectifs sur la pauvreté et sur l'environnement. Nous, on s'occupe vraiment comme numéro 4, c'est l'éducation. Puis Statistique Canada publie les indicateurs sur toutes les 17. Autres, Mais nous, on est vraiment focusé sur l'éducation. Donc, cette fois-ci, nous, on publie au niveau provincial. Donc, si on veut comparer l'Ontario avec d'autres pays, on peut le faire avec notre publication. Super. Et puis, quand on a parlé de développement durable, j'ai vu un peu sur les notes qu'on a eues à partager qu'il y a des participations des enfants de 5 ans, à partir de 5 ans dans les écoles. Oui, c'est ça. Ça, c'est nouveau aussi cette année, parce qu'un des objectifs en dessous de le numéro 4, c'est quoi le taux de participation chez les très jeunes enfants à l'école. Et nous, on a produit ça pour le Canada et c'est très, très haut. C'est comme 97%, parce que tous les jeunes enfants de 5 ans sont à l'école, la maternelle ou le pré-maternelle. Et c'est même comme plus haut que le taux aux États-Unis, qui est comme 91%. C'est plus haut que le taux chez la moyenne de l'OCDE, c'est tous ces pays riches. Donc, on sait que comme les jeunes Canadiens sont vraiment à l'école. Et puis, ça me fait penser aussi la participation des enfants, lui, de 5 ans, mais parlant en même temps de développement durable, ça me fait penser qu'on a reçu le CECCE ici, puis eux aussi, ils sont en train d'apprendre ça aux enfants là-bas, le développement durable. Ils les impliquent dans tout ça. Hein. Oui, ça c'est une partie super intéressante des objectifs durables, c'est que, OK, comme partie de l'éducation, les jeunes, est-ce qu'ils apprennent sur le développement durable aussi? Puis ça, c'est un autre indicateur qui est mesuré, mais c'est un peu plus dur. C'est facile à voir s'ils sont à l'école ou non, mais qu'est-ce qu'ils apprennent, vu que
comme j'ai dit, on a 13 systèmes d'éducation, mais on travaille très prochement avec le Conseil des ministres d'éducation. Donc, c'est tous les ministres d'éducation. Donc, c'est un même objectif dans différentes, je veux dire, chacun le fait à sa manière, mais c'est le même objectif. C'est ça, c'est ça. Puis comment eux autres, ils mesurent ça dans leur province? Puis est-ce qu'on peut essayer d'avoir quelque chose comparable partout au Canada? C'est ça le vrai travail de nous à Statistique Canada. Puis c'est ça, le standard international nous aide beaucoup. Parce que là, on peut dire, OK, est-ce qu'on va produire quelque chose au standard international? Là, on sait qu'on est comparable dans le Canada, mais si on est comparable international, on peut comparer les autres pays aussi. Super. J'ai vu un peu la publication. Moi, je suis allée juste m'affairer un tout petit peu. Et puis, ça dit que le niveau de scolarité au Canada est plus élevé que la moyenne que de l'OCDE. Oui, c'est ça qui est vraiment spécial du Canada. Nous, on se trouve, comme j'ai dit, 68% des adultes, ils ont fait leurs études postsecondaires, comparé à comme genre 44% pour la moyenne de l'OCDE. Ça, c'est vraiment grâce à notre système très développé des collèges. Parce que si on regarde au niveau de baccalauréat, nous, à peu près le même pourcentage des autres pays. Mais là, comme on se trouve comme presque un tiers de la population, ils ont une qualification collégiale. Puis là, c'est pas la même chose. Plus même peut-être qu'ils préfèrent aller, c'est ce que je me dis, parler au collégial. Puis après, c'est peut-être après qu'ils vont aller à l'université, mais c'est pas juste une priorité parce qu'après le collégial, on peut juste aller sur le marché du travail. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose de vraiment unique au Canada. Puis là, on le voit avec notre très haut taux des études postsecondaires chez les adultes. C'est super intéressant cette analyse. Je vous garde avec moi? Ben oui. OK. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler encore de cette publication. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Madame Clarka. Et puis, on était en train de parler des différentes, je ne vais pas dire c'est pas des synthèses, mais des indicateurs que vous avez fait dans votre publication concernant l'éducation. Et le deuxième point que moi j'ai noté, c'est que plus d'étudiants canadiens atteignent un niveau minimum de compétences en mathématiques et en lecture. Alors, ça prend un peu d'explication, hein? C'est un peu compliqué. Donc, chaque 3 ans, les jeunes Canadiens de 15 ans participent dans une évaluation internationale qui est menée par le OCDE, l'organisation dont on a parlé avant la pause. Et là, eux autres, ils ont mis un niveau, OK, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire le minimum qu'on attend pour la mathématique et la littératie. Donc, c'est super important que tu atteignes ce niveau-là parce que sinon, ça va dire que vous allez avoir la misère vraiment comme à lire, à faire des maths, vraiment basiques pour bien vivre, en fait. Donc là, on constate qu'ici au Canada,
il y a une forte proportion de jeunes qui atteignent ce niveau-là. On parle de quel âge où ça commence? Cette évaluation, c'est vraiment pour les jeunes de 15 ans. De 15 ans et c'est fait chaque 3 ans. C'est fait partout au Canada. Il y a comme un échantillon qui est pris de toutes les provinces. Puis c'est un assez gros échantillon. On peut même avoir les chiffres pour les provinces individuelles. Donc, on sait que en Alberta, ils ont particulièrement comme des très bons résultats en lecture. À Québec, ils ont des très bons résultats en mathématiques. Donc là, comme ça, on est même capable de comparer les provinces. On parle des 2 langues, hein? On parle dans les 2 langues. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'étudiant qui va choisir, OK, moi, je préfère de faire en français ou de faire en anglais. D'accord. Je vais encore aller avec un 3e indicateur, parce que je pense que c'est le plus fort que j'ai pris. Une forte proportion d'étudiants canadiens terminent leurs études secondaires dans les temps prévus. Ça, on en a parlé, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, parce que moi, quand j'étais dans mon programme d'études au collégial, on a commencé comme on était 40, mais rendu à la fin, pour ceux qui graduent, on était juste une vingtaine. Comme on en a perdu la moitié. J'étais comme... Donc, ça, c'est un indicateur très important. C'est le taux de diplomation au secondaire. En secondaire. Parce qu'on comprend, comme si tu n'as pas ton secondaire, comme ça va assez mal. Là, on voit. Donc là, on veut vraiment mesurer, OK, normalement, ça prend un certain nombre d'années pour compléter ton secondaire. Et ça, c'était la première fois qu'on a sorti ces statistiques, on est capable de suivre les mêmes jeunes. Donc là, on s'est rendu compte que c'est assez fort au Canada. 87 % des jeunes Canadiens, ils vont finir leurs études secondaires vraiment dans le temps prévu. Puis là, on a même regardé juste un petit peu 2 ans plus tard. Puis là, ça augmente un petit peu. Exactement. Comme, est-ce que ce taux augmente? Parce que peut-être ça prend un petit peu plus de temps, que quelqu'un était malade ou ils ont arrêté leurs études. Puis là, on sait, OK, bien, si tu as fini comment, juste 2 ans plus tard, comme c'est correct aussi. Donc là, comme ça, on est capable aussi de vraiment identifier, OK, c'est quoi le pourcentage des jeunes qui sont en trouble? Parce que ça veut dire qu'ils ont fait comme 5-6 années après que tu es supposé de commencer tes études. Si tu n'as pas réussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche? Donc là, on peut comme identifier ces jeunes-là. Et quand vous... peut-être que c'est déjà fait, peut-être que c'est un projet. Quand vous identifiez ces jeunes qui sont peut-être en trouble, qui ont du mal à terminer le secondaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait par rapport à ça, avec les conseils? Ou... Pour les ministères d'éducation, ce qui est super important, il va voir comment est-ce que ce taux augmente ou diminue. Si on change notre politique pour vraiment engager ces jeunes-là, est-ce qu'il y en a des réussites? Donc là, c'est super excitant. Comme on vient de commencer à produire cet indicateur cette année-là, donc on l'a sorti dans notre publication. Mais dans tout ce que vous faites comme, je veux dire, vous donnez comme statistiques et tout, forcément, le rôle, les parents jouent un rôle quelque part dans tout ça. Oui. C'est intéressant comme question parce qu'avec l'évaluation qui est faite sur le jeune, sur leurs compétences en mathématiques, en lecture, il y a aussi une questionnaire qui est donné par rapport aux leurs parents. Puis on a pris le statut socio-économique, comme l'éducation de leurs parents, comme le revenu de la famille. Donc là, on peut voir que, oui, certainement, comme il y a un effet de si un enfant vient d'une famille pauvre ou une famille riche, mais la bonne nouvelle, c'est que au Canada, on fait assez un bon job parce que vu que c'est une évaluation internationale, tu vois, ça mesure-là, c'est quoi la différence entre les enfants pauvres et les enfants riches? Puis on voit que l'écart est plus gros, plus fort dans les autres pays. Au Canada, ça existe, mais c'est quand même réduit. C'est ça. Est-ce que si les parents sont pas, je veux dire, parce qu'on dit toujours que les enfants sont la figure de leurs parents, ils reflètent les parents. Si des parents n'ont pas fait de grandes études, est-ce que ça influe pas l'enfant, ça influence pas le petit? Oui, c'est une question super intéressante aussi parce qu'on a une autre évaluation, c'est sur les adultes. Donc là, on peut voir, OK, ils ont eu leur temps de finir leurs études. Puis en fait, oui, il y a un effet, un effet intergénérationnel. Si tes parents n'ont pas fait leurs études postsecondaires, c'est quoi les chances que toi, tu l'avais fait? Puis en fait, oui, il y a un effet, mais encore une fois, on constate qu'au Canada, cet effet-là, c'est moins fort que dans les autres pays. Ça veut dire que on a un système qui est assez ouvert où essaie d'engager des gens que peut-être c'est pas dans leur expérience que leurs parents ont eu des expériences éducatives, mais là quand même on sait qu'il y en a encore qui peuvent sortir la tête de l'eau quelque part. C'est ça.
Il y a aussi un clavardage qui a été fait concernant cette publication. Oui. Comment vous avez organisé tout ça? Les gens se sont intéressés à... Oui, donc ce qu'on fait, c'est que, en fait, le monde peut abonner sur le site web de StatCan s'ils sont intéressés en éducation en général. Donc là, on a contacté ces gens-là, on dit, écoute, on avait publié cette publication, puis 2 jours plus tard, si vous avez d'autres questions, nous, on serait disponibles pendant une heure pour répondre. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on peut voir c'est quoi les questions que ça amène comme dans notre publication, puis on a eu comme assez de réponses cette année-là, donc ça a bien été. C'est quel genre de questions? C'est souvent, la publication, elle est ouverte à tout le monde peut avoir accès. C'est des étudiants qui vous contactaient, c'est des parents ou... Souvent, ce sont du monde qui ont plus de questions sur notre méthodologie. Si il y a quelque chose d'autre disponible sur le même sujet, souvent, la question, c'est que OK, vous avez fait ça au niveau provincial, mais sur le niveau de ma ville, est-ce que vous avez quelque chose ou est-ce que vous avez regardé les immigrants? Exactement. Donc, c'est comme stimule la discussion. OK, est-ce que vous avez d'autres affaires? Vous pouvez nous montrer avec cette publication. Oh, wow! Concernant ce que vous avez récolté comme information, moi, je vais dire, ça pousse peut-être des questions un peu... le travail un peu plus loin. Parce qu'il y a forcément des questions auxquelles on ne pense pas forcément à tout. Oui, c'est ça. Là, on essaie de répondre comme... C'est certain que non, on ne peut pas répondre à tout. C'est ça. Mais comme je dis, on parle très prochement avec le ministère de l'Éducation. Okay. Donc, si eux autres disent, OK, là, on a vraiment besoin de cette statistique-là, est-ce qu'il y a une façon, on peut le faire? Parce que souvent, c'est eux autres qui ont les données. On travaille avec eux conjointement. C'est conjointement pour voir si, OK, il y a un besoin pour cette information-là, est-ce qu'on peut le combler entre nous deux? Des fois, la réponse est non, mais souvent, la réponse est oui. Merci beaucoup. On va aller à la pause. Est-ce que vous voulez rester avec moi? Il y a peut-être quelques... Alors, on va prendre une toute petite pause, mais moi, tout de suite, là, sur le coup, je vous invite à aller voir la publication sur l'éducation qui se fait au Canada sur le site web qui s'affiche à l'écran. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, je garde Madame Ziman avec moi parce qu'on va continuer de parler d'éducation pour regarder Entre nous sur les ondes de TV. La saison des fêtes est une période de joie et de plaisir qui transforme nos foyers en havre de paix où règne l'amour et le plaisir. Je vous souhaite une excellente saison des fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année remplie d'amour et d'amitié. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle célèbre le temps des fêtes et on va tourner notre dernière émission de la saison juste pour vous. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que les Saguenayens de Chicoutimi viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 4 janvier 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, pendant la pause, on discutait de qui pouvait avoir accès à ça et puis tu me disais... oui, ben, c'est tout disponible pour le grand public. Si les objectifs de développement durable, ça intéresse, il y a le site web, le page web sur le site web de StatCan qui est vraiment juste pour ça. Mais sur l'éducation aussi, on a un gros programme d'indicateurs comme toutes les dimensions, comme le financement, les étudiants, les jeunes, les adultes. Donc, c'est juste pour viser... c'est accès à tout. Et une prochaine publication, ça sera pour décembre? Oui, on fait les tableaux en mars, mais les grosses publications comme ça, c'est chaque décembre. Donc, on se revoit en décembre 2019, là?
Merci beaucoup. Merci et puis bonne fête à vous. Bonne fête. Alors, si vous êtes intéressé, comme je le disais avant la pause, à avoir accès à cette publication, vous pouvez directement aller sur le site web de Statistique Canada. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. On va rencontrer plein de personnes. Surtout, n'oubliez pas vos mouchoirs parce que Linda Leclerc sera avec nous et elle va nous faire rire jusqu'aux larmes. Je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de liker la page du Facebook Live. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je vous transmets mes meilleurs vœux pour le temps de fête et vous souhaite une bonne année. Alors que nous réfléchissons sur ce que nous avons, faisons preuve de bonne volonté et d'harmonie à ceux qui vivent une période difficile, comme les sans-abri, les personnes en prison ou les personnes isolées en raison de leur emplacement ou de leurs circonstances. Faisons ensemble le Canada plus juste et équitable. Regardez TV Rogers, Ottawa.